Ah, merci Sébastien. Donc vous voyez, je vais vous parler du lien qui existerait entre l'obésité, les troubles du comportement alimentaire et le syndrome hyperactivité déficit de l'attention. Alors vous êtes peut-être un petit peu surpris en voyant une telle association qui n'est pas si évidente que ça, mais c'est juste, comme on l'avait évoqué dans les débats tout à l'heure, montrer combien il existe une véritable psychiatrie de l'obésité, puisque cette pathologie complexe est associée à un certain nombre de comorbidités, notamment psychiatriques. J'aurais pu traiter obésité, TCA et dépression, obésité, TCA et troubles anxieux, mais comme cette association me semble en tout cas relativement intéressante sur le plan des modèles, et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt le trouble déficit hyperactivité, déficit de l'attention hyperactivité. Alors, bon, je suis désolé, vous allez me voir en 3 quarts là pour que je puisse suivre. Donc, comme vous le voyez, d'abord, d'une part, l'obésité constitue un problème extrêmement important bon, je ne sais pas comment ça marche. Bon, je sais plus de bip. Un problème extrêmement important de santé publique. Vous le voyez à travers justement les taux de prévalence. Alors, en Algérie, on a quelques données, mais c'est plus, à mon avis, des spéculations, mais il semble que la prévalence de l'obésité s'y situe autour de entre 10 et 15%, mais c'est des chiffres qui ne sont pas tout à fait fiables pour le moment. En tout cas, vous voyez, par exemple, en France, c'est 15%, mais c'est une moyenne, puisque la région où j'exerce, la région Normandie, nous avons une prévalence qui est l'équivalent de 20%. Donc, vous voyez, il y a des variations en fonction des régions, et très souvent, il y a une corrélation entre la prévalence de l'obésité et le niveau socio-économique d'un pays ou d'une région. Le syndrome déficit de l'attention hyperactivité, vous le connaissez, une prévalence également importante. En tout cas, ces dernières années, on a vu, il semble exister une augmentation de cette prévalence sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, notamment dans certains pays comme aux États-Unis. Mais la prévalence moyenne mondiale se situe autour de 5%, avec ce qu'on ignore souvent, c'est que ce trouble persiste à l'âge adulte et qu'il peut exister les mêmes types de problèmes chez l'adulte. En tous les cas, là aussi, une prévalence moyenne chez la population adulte qui reste également élevée, plus que supérieure à 3%. Alors, comment on considère le trouble actuellement? Quelle vision on en a? Quel modèle? Le trouble déficit de l'attention est considéré comme un trouble neurodéveloppemental, en tout cas c'est le modèle le plus admis actuellement, avec son trépied symptomatique que vous connaissez tous, c'est-à-dire un déficit de l'attention, des phénomènes d'impulsivité et l'hyperactivité. Le traitement de ce syndrome ou de ce trouble repose essentiellement sur les psychostimulants, mais également sur les thérapies cognitivo-comportementales. En tout cas, dans les recommandations, c'est les 2 types de traitements qui sont les plus efficaces. Bon, c'est juste une illustration pour vous montrer que quand même les circuits frontaux, et notamment dopaminergiques, sont au premier plan dans les modèles explicatifs de ce trouble, je n'insiste pas. Alors, ce qu'il faut savoir du syndrome déficit de l'attention, c'est qu'il est rarement isolé, et comme un peu dans l'obésité, et comme dans les troubles du comportement alimentaire, et ce qui est quand même assez commun à tous ces troubles-là, ces troubles complexes, c'est qu'il y a des comorbidités extrêmement importantes et fréquentes, puisque vous voyez que vous avez là 70% des malades qui souffrent d'un déficit de l'attention ont également au moins un trouble comorbide, et des problèmes également neurologiques associés spécifiques. Alors les comorbidités psychiatriques qu'on peut rencontrer dans le syndrome déficit de l'attention, c'est comme vous le voyez la liste: troubles oppositionnels, troubles de l'humeur, anxieux, troubles des apprentissages, voire déficit mental, syndrome du Gilles de la Tourette, personnalité borderline. Alors la première question qu'on peut se poser face à ces différentes comorbidités psychiatriques, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des sous-groupes de syndrome hyperactivité qui seraient probablement avec des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de risque totalement différents. Alors, la présence d'un trouble déficit de l'attention est également considérée comme un facteur de mauvais pronostic quand il est associé à des addictions, des comportements suicidaires, différents traumatismes, notamment des traumatismes psychologiques, les comportements sexuels à risque, l'obésité, etc. Donc la présence d'un trouble déficit de l'attention est considérée comme un facteur de gravité quand il est associé à ces différentes pathologies.
Alors, vous savez que le sexe ratio est en défaveur des garçons dans le syndrome de l'hyperactivité, puisque vous voyez qu'il est 3 fois plus fréquent chez les filles, alors que paradoxalement, le sexe ratio serait égal à 1 chez les adultes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une des explications, probablement pas la seule, c'est que les filles, le diagnostic d'hyperactivité est moins souvent fait, où le dépistage est beaucoup moins fait chez les filles, d'une part parce que les filles masqueraient, entre guillemets, plus facilement ce trouble, et puis la deuxième explication, c'est que peut-être chez les filles, il y a une prédominance du déficit de l'attention par rapport à l'hyperactivité, ce qui ferait que c'est moins fréquemment dépisté. Enfin bon, c'est une des explications. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette association obésité avec le syndrome hyperactivité. D'abord, alors ça paraît paradoxal parce qu'on imagine mal les patients qui souffrent d'obésité être hyperactifs, puisque dans l'imaginaire que nous pouvons en avoir de ces patients, c'est plutôt des patients entre guillemets paresseux, lents, etc. Donc on les imagine très peu hyperactifs, et pourtant, quand on voit les différentes études, on se rend compte que les patients obèses qui souffrent d'obésité peuvent avoir, avec une particulière fréquence, souffrir également d'un syndrome déficit de l'attention. Dans cette série d'ados américaines de 43 000, plus de 43 000 ados, vous voyez que près du tiers de ces ados obèses souffriraient de déficit de l'attention, ce qui est énorme. Une autre série, alors en dépit du nom, c'est une série allemande, avec un échantillon représentatif, vous voyez que là aussi, la prévalence est de l'ordre de 10% donc au-delà, si vous voulez, de la prévalence en population générale, et le risque d'obésité chez les patients qui souffrent d'hyperactivité est multiplié par 2 par rapport au reste de la population. Donc ça, je crois que de ce côté-là, on va le voir notamment à travers 2 méta-analyses qui sont sorties assez récemment et curieusement à la même période, en février 2016. La première méta-analyse, comme vous le voyez, qui montre bien que le risque d'association hyperactivité et obésité est important, puisque l'odd ratio est supérieur à 1, ça c'est la première méta-analyse, et la deuxième méta-analyse également, qui retrouve à peu près le même odd ratio, sauf que dans cette méta-analyse, ils ont pris 3 catégories d'âge, chez les enfants, chez les adolescents et chez les adultes, et on voit que le risque augmenterait en fonction de l'âge. Donc, il semble bien que cette association hyperactivité et obésité est une réalité épidémiologique confirmée par la plupart des études. Alors, donc, à partir de ces données épidémiologiques, on va se poser la question, mais alors comment on peut expliquer cette association qui, a priori, ne paraît pas facile à comprendre et à accepter? Alors, justement, c'est que une des premières constatations, il semble que cette association existe dès l'enfance. Après, bon, le problème séquentiel, est-ce que c'est l'hyperactivité qui précède l'obésité ou l'inverse? Ça, je crois que c'est un problème qui n'est pas réglé, mais en tous les cas, il semble que les 2 troubles apparaissent à peu près à la même période, en enfance. Et puis, un autre élément qui pourrait être utilisé dans l'explication de cette association, c'est justement que le traitement, notamment les psychostimulants qu'on donne aux enfants hyperactifs, réduirait le problème de l'obésité. On va en parler un peu plus. Et justement, dans la méta-analyse de Cortez, la première dont je vous ai parlé, ils ont comparé le groupe de patients hyperactifs traités et ceux qui n'étaient pas traités, et là on voit qu'il y a une différence au niveau du risque, puisque ceux qui sont traités ont moins de risque d'obésité que ceux qui sont traités. Donc il y aurait là également, enfin on en a parlé avec Sébastien tout à l'heure dans la discussion, il semble que les psychostimulants auraient un effet sur l'obésité. Alors quelles sont les hypothèses qui ont été émises pour expliquer cette association? Première hypothèse, c'est que l'hyperactivité augmente le risque de l'obésité, on verra par quel mécanisme, que l'obésité, hyperactivité partageraient les mêmes facteurs de risque, les mêmes vulnérabilités, et donc à ce moment-là, probablement une forme de vulnérabilité génétique commune. Troisième explication, c'est que l'obésité, ou les facteurs qui lui sont associés, on verra lesquels, provoquent, en tout cas imitent, quelque chose qui ressemblerait au syndrome hyperactivité déficit de l'attention.
Alors, si on parle des aspects, je dirais, comportementaux et notamment nutritionnels, on peut en partie comprendre pourquoi les enfants hyperactifs peuvent avoir des problèmes d'obésité. Ben, c'est par rapport justement à leur régime alimentaire. Et il y a un certain nombre d'études qui ont montré que justement les enfants hyperactifs utilisaient beaucoup le junk food, c'est-à-dire la malbouffe, cette alimentation très calorique, très riche en produits sucrés, en graisses, etc., qu'en raison de leur hyperactivité, de leur impulsivité, c'est des enfants, voire des adultes, qui ont du mal à observer le rythme régulier des repas, et notamment le rythme des 3 repas par jour, et également ils ont tendance, par cette malbouffe, mais également par les comportements alimentaires qu'ils peuvent avoir, absorber beaucoup plus de sucre, de gras, de sel, etc. Et on l'a bien montré dans une étude qu'ils avaient 2 fois plus de risques que le reste de la population d'avoir une mauvaise habitude nutritionnelle. Les autres éléments, c'est qu'au niveau nutritionnel, il semble que c'est un enfant qui soit plutôt carencé en raison de cette malbouffe, notamment en fer, mais également en d'autres cofacteurs qui interviennent dans le métabolisme de la dopamine. Et une autre piste, mais qui n'est toujours pas confirmée, c'est que l'utilisation d'édulcorants pourrait également favoriser ce type d'association chez les enfants hyperactifs. Mais enfin bon, ça reste, c'est des choses qui ne sont pas encore tout à fait établies et on a encore besoin d'études approfondies à ce niveau-là. Alors, en dehors des aspects nutritionnels, quels sont les autres éléments qui peuvent expliquer cette association? Eh bien, c'est essentiellement les facteurs, je dirais, neuropsychologiques, et c'est notamment le déficit des fonctions exécutives qu'on peut observer chez les enfants hyperactifs, puisqu'on sait très bien que ces enfants-là, d'abord c'est des enfants très impulsifs, mais qui ont une véritable pathologie frontale, notamment des dysfonctionnements des fonctions exécutives, les fonctions de planification, d'organisation, etc. Ce qui explique notamment ce qui peut s'expliquer à travers l'inobservance qu'ils peuvent avoir, notamment des régimes alimentaires, mais également de la régularité des repas, etc. En tout cas, c'est des enfants pour lesquels, et même des adultes pour lesquels il est difficile de leur faire respecter un certain nombre de régimes ou de comportements dits sains, dans la mesure où justement ils ont des difficultés à respecter les rythmes habituels, enfin les rythmes entre guillemets normaux, mais également les recommandations alimentaires ou autres, et puis également en raison de leur comportement impulsif et désinhibé. L'autre élément, c'est le problème de l'hyperactivité, parce qu'on peut se dire que si on est hyperactif, ça réduit le risque de l'obésité. Il semble que non, dans la mesure où il n'y a pas tant de dépenses énergétiques dans cette hyperactivité, et que surtout, on n'a pas encore de données suffisantes pour faire le lien entre justement ces comportements d'hyperactivité et le problème d'obésité, et que ce qu'on remarque, c'est que ces enfants hyperactifs réduisent leur comportement hyperactif quand ils sont face à la télévision, ou en tout cas les jeux vidéo. Ils passent beaucoup de temps, paradoxalement, et que donc à ce moment-là, ce manque d'activité et de sédentarité favoriserait l'obésité, paradoxalement. Vous voyez que bon, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Un autre élément, mais qui n'est plus neuropsychologique, mais qui serait d'ordre, disons neurobiologique ou plutôt métabolique, c'est les circuits de la récompense. Pierre Deschlott en a parlé un petit peu, puisqu'il semble que les dysfonctionnements du circuit de la récompense soient communs et au syndrome hyperactivité, mais également à l'obésité, et qu'il y aurait une insuffisance de ces circuits dopaminergiques, notamment à travers le noyau accumbens. C'est ce qui pourrait expliquer les besoins de renforcement positif ou négatif, tout dépend comment on voit les choses, et que la réponse alimentaire est la réponse qui est le plus utilisée pour justement faire face à ce déficit de fonctionnement du circuit de la récompense. L'autre voie d'explication ou d'hypothèse, c'est pour établir le lien entre l'hyperactivité et l'obésité, c'est passer par les troubles du comportement alimentaire. Et là, il semble également, à travers un certain nombre de données, que les TCA soient fréquents justement dans le syndrome hyperactivité, qu'il y a des véritables problèmes de syndrome, de troubles, enfin, d'hyperphagie boulimique ou de comportement hyperphagique ou de boulimie nerveuse. Les liens avec l'anorexie mentale sont beaucoup plus controversés et on n'a pas suffisamment de données à ce niveau-là. En tout cas, la complication de cette association hyperactivité plus trouble du comportement alimentaire, hyperphagie boulimique, ce serait l'obésité, à travers notamment
le point commun qui serait l'impulsivité, puisque l'impulsivité est également fréquemment décrite chez les patients, on en a parlé, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, et donc ça serait l'élément commun qui mènerait vers l'obésité, puisqu'il y a un déficit de contrôle au niveau des comportements alimentaires, et dans l'obésité, et dans les TCA, et dans l'hyperactivité. Alors une notion qui a été évoquée tout à l'heure également par Sébastien, et qui est de plus en plus mise en avant dans un certain nombre de modèles, c'est cette notion de perte de contrôle. Alors on ne s'attache plus à l'idée de quantité d'épisodes boulimiques, enfin d'hyperphagie, ou leur fréquence, ou la quantité, ou la durée, qui peuvent être des critères qui peuvent être discutables, en tout cas dont on a du mal à cerner les limites. Et maintenant, un certain nombre d'auteurs préfèrent utiliser cette notion de perte de contrôle, qu'elle soit d'ailleurs objective ou subjective. Comment c'est perçu? Les malades ont le sentiment qu'ils ne contrôlent plus leur alimentation, qu'ils perdent le contrôle, que ce soit une réalité, c'est-à-dire c'est objectivement démontré à travers leurs repas et leurs prises alimentaires, comme peut être tout simplement subjectif, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalité, mais les malades le perçoivent comme ça. En tous les cas, vous savez que c'est très difficile de parler d'hyperphagie boulimique chez les enfants, d'abord d'une part parce que il est difficile de quantifier ou de préciser la quantité de repas, parce que pour parler d'hyperphagie ou d'épisode d'hyperphagie, il faut que la quantité absorbée soit très supérieure à la quantité qu'on absorbe normalement pour un repas. Alors pour les enfants, c'est très difficile justement d'avoir une norme en matière de quantité absorbée, parce que c'est des êtres qui sont souvent en pleine croissance, et donc les quantités de repas absorbés vont varier avec les âges. Mais par contre, ce qu'on retrouve chez ces enfants-là, c'est cette notion d'être incapable de maîtriser son alimentation, donc cette notion de perte de contrôle. Donc comme je vous l'ai dit, il est très difficile de définir chez les enfants ce que c'est une quantité de nourriture anormale, en tout cas qui dépasse les quantités normales qui doivent être absorbées. Et c'est pour ça certains auteurs, pour essayer de retrouver une espèce d'équivalent chez les enfants de ce que pourrait être l'hyperphagie boulimique, utilisent cette notion de syndrome de perte de contrôle, eating syndrome, donc de syndrome alimentaire avec perte de contrôle, et qui serait chez certains enfants associé à une prise de poids. Pour revenir encore aux liens que peuvent avoir l'hyperphagie boulimique et le déficit, enfin hyperactivité, déficit d'attention, c'est également l'impulsivité. L'impulsivité, c'est cette prédisposition à réagir de manière pratiquement instantanée, rapide, sans contrôle. Et on peut penser que également, en dehors de la notion de perte de contrôle, l'impulsivité favoriserait justement les difficultés de planification, d'organisation, et notamment au niveau des régimes alimentaires. C'est également une manière un peu d'expliquer cette association. Donc les enfants hyperactifs auraient du mal, en raison de cette impulsivité, justement à inhiber leur impulsion à aller manger. Ça, c'est une des premières pistes. Et qu'un certain nombre d'études montrent qu'il y aurait une corrélation positive entre l'existence de l'impulsivité, le déficit d'attention et la sévérité de l'hyperphagie. C'est-à-dire que plus l'impulsivité et le déficit d'attention sont importants, plus l'hyperphagie boulimique est beaucoup plus fréquente et beaucoup plus sévère. Et puis l'autre élément indirect de ce lien, de cette corrélation, c'est justement l'effet positif que peuvent entraîner les psychostimulants dans la perte de poids. Alors, en ce qui concerne en dehors de l'hyperphagie boulimique, toujours en restant dans les troubles du comportement alimentaire, c'est la boulimie nerveuse. Alors, il y a beaucoup moins d'études, les corrélations sont moins évidentes, et là, les résultats sont encore très, très mitigés, mais il semble que les traitements psychostimulants réduisent les comportements de purge, parce que, comme vous le savez, ce qui différencie l'hyperphagie boulimique avec la boulimie nerveuse, c'est que dans la boulimie nerveuse, il y a des comportements de contrôle du poids, notamment à travers les vomissements ou des comportements de purge. Et il semble donc que le traitement psychostimulant réduit ces comportements de purge, mais ça reste encore à démontrer, et que les femmes qui souffrent de boulimie nerveuse présenteraient également
des déficits de l'attention, donc il y a des liens. Ils sont beaucoup moins évidents que pour l'hyperphagie boulimique, mais en tous les cas, ils semblent exister également. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire au travers de ces quelques données de la littérature? C'est que je crois qu'il y a, sur le plan épidémiologique, il y a un certain nombre de preuves qui montrent bien qu'il y a association et lien, comorbidité en tout cas, entre obésité et le déficit de l'attention, même si c'est un domaine qui demande encore à être précisé avec plus de recherche, etc. Et que, à partir de là, une des conséquences qu'on peut en tirer, c'est que justement être très vigilant chez les enfants hyperactifs sur une évolution vers l'obésité et peut-être avoir déjà des pratiques de prévention chez cette population à risque d'obésité. Je vous remercie.